Oui, tu m'entends, Edouard? Oui, D'accord, très bien. Comment ça va, la vie? ça va, il fait vraiment très chaud, +6, voilà. Et il ne fait plus de courant d'air dans les appartements, donc voilà, les gens commencent à sortir de plus en plus. Voilà, et donc c'est le printemps qui arrive. Et comment ça va chez vous? D'accord, alors, ici au Brésil, tout va très bien, merci. On a fini comment est-ce qu'on appelle ça? La queue de feu, comment est-ce qu'on appelle? Le couvre-feu? Le couvre-feu. Voilà, on a fini ça, le couvre-feu déjà. Et la situation commence à améliorer un peu plus. Et voilà, il faut qu'on avance. Oui. Voilà. Edouard, donc, allons-y. On va commencer. Euh, je vais mettre ici sur l'écran. Tu m'as envoyé ce matériel et Oui, ce je te demanderai matériel. si tu pouvais mettre le tout dernier qui s'appelle le plan. Oui, je te euh, demande un seconde. Je te demande un seconde. Donc, aujourd'hui, on va faire la leçon 17. Et aujourd'hui, on verra la linguistique africaine. C'est ça? oui, exactement. D'accord. Donc, il y a ici le plan que tu m'as envoyé et Oui. ici l'autre. Et on va commencer par l'autre plan. C'est ça? Euh, Par on cela. peut déjà, tu vois, juste parce que je vais dire juste quelques mots à propos de la page précédente. Tu peux D'accord. noter. C'est juste Allons-y. l'aperçu sur les langues africaines, parce que pour que je ne fasse pas trop de présentation, juste on peut regarder déjà cette page pour voir voilà, combien de langues, combien de locuteurs voilà, appartiennent à chacune des branches. D'accord. Voilà. C'est très Je intéressant vais ça, pas. Edouard. J'ai beaucoup aimé ça. Cette Comment? page ici. J'ai beaucoup aimé ça parce que comme ça, on va regarder toutes les langues que appartiennent à l'Afrique. C'est ça? Ouais. Et Voilà. maintenant, Allons-y. si tu veux bien mettre le dernier plan, voilà, et je vais Mais tu commencer vas pas maintenant. parler sur ça maintenant? Pas maintenant. D'accord, Au, parfait. au fil. Mais je vais faire un résumé ici. Donc, dans l'Afrique, on a les langues Niger-Congo, 1500 langues en 10 branches. Bon Dieu, c'est beaucoup ça. C'est Tu as énorme. combien de noms? C'est pour ça que j'avais dit que je ne vais pas parler et prononcer tous ces noms, parce que ça va prendre une demi-heure déjà pour. Pas une demi-heure, mais D'accord, un second. une demi-heure. Nilo-Saharien, 204 langues. Khoisan, 35 langues. Et afro-asiatique, 375 langues. Voilà. Ici, on peut faire déjà, on peut déjà se baser Oui, dans tout oui, ça. exactement. Allons-y. Voilà, donc les scientifiques ne sont pas sûrs si l'Afrique était le premier pays où l'écriture était née, euh, mais peut-être c'est le cas. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer à parler sur l'écriture. Tout d'abord, euh, il faut que je dise que les scientifiques euh, font la division en disant que en Afrique, il y a soit quatre, soit cinq grandes familles linguistiques. On peut comme notre famille indo-européenne, on peut comme la famille sino-tibétaine, on peut ça. Et donc, ce sont les langues chamito-sémitiques ou afro-asiatiques. Donc, les langues chamito-sémitiques
est une branche très riche et comme j'ai dit dans mes présentations d'avant, que ça inclut non seulement l'égyptien, mais aussi l'hébreu et l'arabe. Voilà. Donc, cette famille qui s'est répandue dans le monde entier. Et les autres familles, elles sont restées en Afrique. Ce sont les langues nilo-sahariennes, après les langues nigéro-congolaises, les langues khoisanes et les langues austronésiennes. Voilà, et je vais commencer à parler sur l'Égypte ancienne. Voilà. La question qui est très intéressante, c'est l'apparition de l'écriture. Parce que quand nous sommes dans les grottes, quand nous sommes dans les déserts, parfois nous trouvons des dessins, sur les pierres. Voilà, ces dessins, en fait, ce ne sont pas seulement les dessins, ce sont plutôt les lettres. Les lettres ou plutôt les phrases ou les idées. Ça s'appelle les pictogrammes. C'est-à-dire, par exemple, en dessinant un poisson, on veut communiquer quelque chose à celui qui va voir ce dessin. Voilà, après, pour améliorer la qualité des messages, on a passé aux idéogrammes. C'est le début des hiéroglyphes. Et donc, ce système, et aussi, d'ailleurs, on transmettait les messages avec les objets. Ça s'appelle l'écriture avec les objets. Par exemple, on pouvait laisser quelque part une pierre, une pêche, en objet, voilà, et l'autre qui va arriver sur ce même lieu va comprendre le message. Ces codes pour les messages étaient connus par tout le monde, soi-disant, c'est-à-dire ça n'appartenait pas à une langue, mais à la fois, on peut dire à toutes les langues, parce que le symbolisme des objets, c'était plus ou moins partagé par tous les peuples. Mais après, on a passé au hiéroglyphe, et ça, c'était le début de l'écriture, des lettres, etc. C'est pour expliquer comment sont nés les hiéroglyphes. En fait, leur histoire de base, c'était les dessins. Mais les Égyptiens, ils écrivaient avec les hiéroglyphes, avec une écriture assez compliquée. Voilà, donc l'Égypte qui a donné naissance à l'une des premières écritures de l'humanité bénéficie dans ce domaine d'une histoire exceptionnelle, longue et préservée. Les conditions climatiques privilégiées ont joué un rôle important pour conserver des supports plus fragiles comme les poteries, les papyrus, les tissus et même le papier, et dont on trouve dans les sites archéologiques. Voilà. Le support le plus fragile, c'est du papier, parce que même je suis étonné quand je lis qu'on trouve du papier en Égypte, parce que je ne connais pas la nature de ce papier, mais notre papier, le papier qu'on utilise pour écrire, euh, euh, a la survie très limitée. C'est-à-dire, le papier vit 8 siècles et après, ça part, ça disparaît. C'est le support le plus fragile. Voilà, donc, l'écrit dans l'Égypte pharaonique commence avant la basse époque, c'est-à-dire l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 712 avant Jésus-Christ.
voilà, et il y avait un passage de l'écriture synthétique à une écriture plus analytique. L'égyptien ancien est une langue hamito-sémitique, autrefois parlée dans l'Égypte antique et écrite au moyen des hiéroglyphes. Aujourd'hui éteinte, elle a cependant donné naissance à la langue copte, écrite au Moyen Âge, au moyen de l'alphabet copte, la langue liturgique qui a cessé d'être vivante et qui a été remplacée par l'arabe. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la classification. Donc, s'il te plaît, le point 10. L'égyptien est classé comme une langue hamito-sémitique dans la syntaxe, la forme des pronoms et les terminaisons pronominales, ainsi que certains mots du vocabulaire déchiffrés grâce aux hiéroglyphes. On trouve les correspondances de tous ces mots dans les langues, surtout au niveau de la grammaire, dans les langues sémitiques modernes comme l'hébreu ou l'arabe. Donc, les écritures, donc on peut déjà nommer celle de la troisième dynastie de 1650 avant, avant Jésus-Christ. Voilà, et de la quatrième dynastie de 1575 avant Jésus-Christ, avec l'apparition d'écrits suivis, celle de la première période intermédiaire, 9e, 11e dynastie, voilà, avec un élargissement des fonctions de l'écrit. Et même au Moyen Empire, c'est 11e, 13e dynastie, 240 avant Jésus-Christ, l'apparition des premiers textes littéraires. Et c'est un point important parce que toujours l'apparition de textes littéraires, la date est assez tardive. Parce qu'avant tout, les textes servent la religion ou l'administration. Les textes nous permettent de suivre avec précision l'évolution de l'écrit sur plus de 3000 ans. Voilà, donc je te demande la page suivante. Voilà, oui. Les premiers écrits sont des textes royaux trouvés dans des ostracas. Leur but principal était de marquer la propriété, puis des textes gravés sur les monuments funéraires. Les inscriptions ne continuent pas de textes structurés, ne constituent pas de textes structurés, mais plutôt des inventaires, des mots, des noms. On n'en trouve aucune trace d'écriture informelle dans les premières dynasties, comme c'était le cas dans la Grèce ancienne. Les premiers écrits suivis apparaissent dans des textes religieux du 4e dynastie et c'est seulement à partir de la 5e dynastie que les textes des pyramides sont attestés. Pendant la période de l'Ancien Empire et jusqu'à 5e, 6e dynastie, l'écrit reste principalement religieux, voilà, parlant des dieux, des thèmes centrés autour Voilà, des en seconde, parce qu'on est sur la page 2 de 13 et on n'a même pas commencé à parler des langues africaines en fait, on est encore égyptien et on est déjà à 20 minutes. C'est une langue africaine. D'accord, d'accord. Donc, je vais te demander d'aller seulement un peu plus vite parce qu'on est au point 14 de 140. Voilà, peut-être on va faire dans deux parties cette leçon, mais quand même, je te demande d'aller sur les points plus, d'aller un peu plus vite. Allons-y. D'accord. Donc, il faut que je
réfléchisse un peu comment je vais faire. Donc, on peut continuer avec le numéro 17, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, l'accès à l'écriture. Il ne faut pas oublier que dans ces temps, dans ces époques, l'écriture était un privilège d'une élite, parce que le peuple, les personnes simples, le peuple n'écrivait pas du tout. Et donc, le peuple considérait l'écriture comme quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire, parce que pour une personne comme ça, de tous les jours, voilà, c'était très curieux à voir que l'autre prenne, je ne sais pas, un papyrus, un rouleau, et commence à lire et à comprendre les signes que personne ne comprend, à part lui. Et donc, c'est environ 1% de la population avait l'accès à l'écriture. Et J'ai avant une tout, question. c'était... Oui, Donc, tu es en train de dire que l'égyptien est une langue africaine et oui. donc l'arabe est une langue africaine, c'est ça? Euh, L'arabe, avant tout, c'est une langue africaine, mais pas seulement, parce qu'il s'est répandu dans le monde, voilà, avec les... voilà, D'accord. C'est à cause de ça que je te demande, que j'ai fait la question, parce que il y a beaucoup de pays hors l'Afrique qui parlent l'africain. Donc, je pensais qu'il n'était pas exactement une langue africaine, mais sa naissance était en Afrique, l'arabe, c'est ça? oui, oui, D'accord, parfait, oui, parfait, parfait. oui. Allons-y. Et donc, euh, voilà. Euh, Parce que je veux dire que comme sa naissance était en Afrique, en Égypte, c'est ça? oui, Donc, oui, il est non, une langue africaine. Voilà. euh, oui, oui, parce que, comment te dire, cette famille sémito-sémitique qui inclut l'arabe, l'hébreu et l'ancien égyptien, voilà. Elle est très importante au niveau culturel et elle appartient non seulement à l'Afrique, mais aussi, on va dire, au monde entier, bien que la majeure partie d'interlocuteurs euh, se trouve en Afrique. Et donc, on peut dire D'accord, que parfait. c'est la famille africaine, c'est la première famille la plus importante. Voilà, donc, entre troisième et sixième siècle, cette civilisation éternelle qui était la civilisation égyptienne, parce que les gens croyaient que leur pays est éternel. Personne ne pensait qu'un jour, ils verront la fin des dynasties, de l'État, de tout. Voilà. Et c'était aussi euh, grâce à ou à cause de leur contact avec la Grèce, parce que finalement, ils ont abandonné toute la fin leur écriture et ont adopté l'alphabet grec qui était plus simple. Et donc, entre 3e et 6e siècle après Jésus-Christ, c'est l'apparition du christianisme et on constate une diminution du nombre de papyrus. Voilà, je te demande la page suivante, s'il te plaît. Voilà, et donc, pour parler de l'histoire, j'ai déjà mentionné, donc notons seulement trois étapes principales historiques. Donc, c'est le point 26. Le premier, la première étape, c'est l'ancien égyptien, a été parlé pendant 400-500 ans à partir de moins de 2600 avant Jésus-Christ. Le moyen égyptien qui a été parlé en 2000 ans avant Jésus-Christ, une durée de 700 ans. Autre
années où le néo-égyptien a fait apparition. Et donc, le moyen égyptien a toutefois survécu jusqu'au 1er siècle de notre ère, voilà, avec une langue écrite semblable à l'usage du latin au Moyen Âge ou de l'arabe classique aujourd'hui. Il a donné la langue copte, qui a aidé beaucoup à déchiffrer l'égyptien, et d'après ce que j'ai lu, euh, jusqu'à présent, il existe un dialecte qui s'appelle le dialecte boaïrique, copte, qui est utilisé encore par les églises chrétiennes d'Égypte. Voilà, on va dire quelques mots sur la grammaire. Donc, je te demande la page suivante, s'il te plaît. Voilà, ici, on voit quelques exemples de la grammaire égyptienne. Je ne vais pas lire ce qui est écrit en translittération parce que je peux lire, mais je ne serai pas sûr de l'exactitude parce que comme dans, je dirais, presque toutes les langues hamito-sémitiques, on n'écrit pas des voyelles, que des consonnes. Voilà, et donc on voit ce système qui n'a rien à voir avec le nôtre. Le premier du singulier, cela veut dire moi. Donc, il y a une construction comme iwi. Après toi, au masculin, c'est tui. Et au féminin, c'est teten. Voilà, donc la prononciation plus ou moins. Voilà. J'ai essayé à être assez proche de l'original, mais je ne suis pas sûr, comme je te dis, parce que je ne suis pas sûr des voyelles. Voilà, donc... Tu ne déranges pas avec ça parce que c'est une langue qui... on ne parle pas cette langue, donc on ne se dérange pas. Oui. Donc, il y a aussi les pronoms démonstratifs, voilà, qu'on voit au point 48. Voilà, la traduction en français aussi. Voilà, il y a d'ailleurs les pronoms interrogatifs qui sont restés presque invariables et on trouve leur variante dans les langues sémitiques et berbères, comme mi, qui veut dire qui, quoi, peter, qui veut dire qui, quoi aussi, et ihi, qui veut dire quoi. Voilà, donc la page suivante, s'il te plaît. Voilà, donc les verbes, c'est la même chose, ça ressemble beaucoup à l'hébreu ou à l'arabe. Voilà. Aussi, ce qu'il faut dire qu'il y a les verbes finis et non finis. Ça ressemble un peu au système russe des Allemands avec l'imperfectif et le perfectif. Et donc, les verbes se forment avec les particules. Voilà, donc je te demande la page suivante pour on peut accélérer les choses. Voilà, les langues hamito-sémitiques, appelées aussi les langues afro-asiatiques, ça il ne faut pas oublier, parfois on écrit les langues afro-asiatiques, sont une famille de langues parlées principalement en Afrique du Nord, dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient, dans le Sahara et dans une partie de Sahel. Ces quelques 350 langues sont parlées actuellement par environ 410 millions de personnes. Voilà. Et en nombre de locuteurs, c'est la quatrième famille de langues après les langues indo-européennes, sino-tibétaines et nigéro-congolaises. Voilà, donc la langue afro-asiatique la plus parlée est l'arabe, comme j'ai déjà dit. Voilà, donc on a essayé à publier, à faire des recherches sur l'étymologie des mots.
en égyptien. Donc, voilà. On a publié 2 dictionnaires, mais les historiens ne sont pas du tout d'accord sur l'histoire de la langue. Maintenant, je vais parler de, de la langue proto-afro-asiatique, donc le point 87, s'il vous plaît. Donc, les estimations de la date à laquelle la langue la langue proto-afro-asiatique, c'est-à-dire la langue de base, la langue qui était antérieure à toutes ces langues, voilà. Donc, la langue proto-afro-asiatique a été parlée, on ignore la date, et donc on pense que entre 7500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 18 000 ans. Ça peut aussi être le cas. Qu'en Égypte, on parlait voilà, 20 000 ans voilà, avant la date actuelle. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux autres langues africaines. Il y a, en général, dans la globalité, il y a assez peu d'informations. Par contre, il y a des langues très intéressantes. Et à la fin de mon exposé, je vais présenter une de ces langues qui est très, très curieuse. Donc, maintenant, nous allons passer aux langues nilo-sahariennes. Comme indique le nom, Nilo, cela veut dire le Nil, le fleuve. Saharienne, c'est le Sahara, le désert africain. Donc, la région, c'est Chari, Nubie et Haute-Nil. Nombre de locuteurs, 31 millions. La famille est très hétérogène et ça inclut beaucoup de langues. Voilà, donc la page suivante, s'il te plaît. Voilà, les langues nigéro-congolaises ou les langues Niger-Congo, selon la terminologie anglo-saxonne, constituent la plus étendue des familles de langues africaines, tant en répartition géographique qu'en nombre de locuteurs. La très grande majorité des langues d'Afrique subsaharienne appartiennent à cette famille, qui est la famille qui en comptabilise le plus au niveau mondial, avec 1526 langues, soit 21% des langues de la planète. Elles sont parlées par 459 millions de locuteurs et présentent 7% de la population mondiale, dont la moitié sont parlées par moins de 29 000 locuteurs. Voilà. Une caractéristique fréquente des langues nigéro-congolaises est l'emploi d'un système de classes nominales. La famille nigéro-congolaise a vraisemblablement commencé à se diversifier avant l'adoption de l'agriculture. En effet, on peut reconstruire les mots lance, arc, flèche en proto-nigéro-congolais, mais aucun mot ne désigne pas des espèces domestiques. J'ai une question. Oui. Puis le début, jusqu'ici, qu'est-ce que me vient à la tête maintenant, c'est le suivant. En Afrique, on a des milliers de langues. On a des langues mères qui après, elles sont branchées et deviennent des milliers des autres langues. En Inde, oui, exactement. En Inde, ça se passe la même chose. Dans les Amériques, ça se passe la même chose.
avant que on avait qu'on avait la capture du Portugal, qu'ils étaient en train d'envaser le Brésil, on avait des milliers de langues ici, des centaines de langues, je ne sais pas si milliers, mais des centaines de langues. Oui, Et voilà, donc on a toujours une langue mère, mais puis après, on a des branches qui deviennent centaines de langues. Qu'est-ce que me vient dans la tête, c'est que les langues, elles sont en train de changer tellement, elles changent tellement vite. Parce que pourquoi le portugais du Brésil et le portugais du Portugal, ils sont totalement différents, avec oui, seulement 500 ans après l'invasion du Portugal au Brésil. L'anglais euh, australien, l'anglais américain, l'anglais britannique, ils sont tellement différents après seulement 500 ans d'invasion aussi. Pourquoi est-ce que je dis invasion? Parce que pour moi, ce n'est pas la conquête, c'est invasion. Voilà, mais ça, c'est un détail. Edouard, donc, les langues dans 100, 300, 500 ans, et parfois, elles deviennent une langue totalement différente. Donc, dans 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, c'est à cause de ça que les gens, ils vont se séparer dans les petites tribus, dans les petits villages, et ils vont commencer à parler le temps. Ça va demander que les gens, le temps, ça va faire les années, ça va faire que les gens, que les langues, une fois qu'elles ont été la même, quand on sépare les tribus, les villages et tout ça pour plus de 100, 200, 300, 500 ans, ça va devenir une langue totalement différente. Euh, et donc, à cause de ça, qu'il y a milliers de langues dans le monde entier parce qu'on va commencer à parler dans une façon différente, on va changer les mots, on va développer des nouvelles mots. Est-ce que tu comprends ma réflexion? oui, parfaitement, parfaitement. Qu'est-ce que tu me parles de ça? Euh, Tout d'abord, il y a plusieurs réponses à ta question. Euh, Quand nous avons un changement qui est assez brusque, je vais réduire un peu l'écran. Par exemple, en 3 siècles, en 5 siècles, la langue change. Il s'agit vraiment de l'invasion et du mélange, au moins au niveau de la prononciation, et même parfois il y a le mélange linguistique. Par exemple, au 19e siècle, quand les pêcheurs norvégiens et les pêcheurs russes euh, pêchaient du poisson ensemble, ils ont mélangé complètement le russe et le norvégien. Voilà. Et la langue s'appelait Russiknusk. Voilà. Et c'était une création de ces villages, le mélange total. Ça peut aller jusqu'à ça. Dans la majeure partie des cas, c'est le mélange de la prononciation, c'est-à-dire les autochtones qui avaient habité le Brésil, par exemple. Euh, Quand on peut supposer qu'ils ont essayé de parler le portugais, mais ils prononçaient différemment, avec leur propre accent. Et dans ce cas, euh, avec l'influence des peuples différents, nous avons les changements très brusques. C'était le cas de l'anglais au Moyen Âge, quand les Normands, Norman, c'est-à-dire les hommes du Nord, qui avaient été devenus français, qui avaient conquérir
France, voilà, et qui sont devenus français. Voilà, et ils sont partis à la conquête de l'Angleterre. Et donc, le changement de l'anglais était très brusque. Aussi bien que le changement du latin vulgaire euh, sur le territoire français quand le territoire était occupé par les tribus allemandes. Voilà. Mais si on ne touche pas la langue, comme euh, c'est comment dire, c'est pas impossible, mais quand même toujours une langue subit l'influence des peuples qui arrivent, même si c'est une toute petite communauté qui arrive à habiter tel ou autre pays. Mais quand même, euh, pour prendre l'égyptien ou le grec ancien, euh, il n'y avait pas d'occupation, pas de conquérant, euh, pas de conquistador, comme on dit en espagnol. Et donc, de la façon naturelle, la langue, une langue évolue assez lentement. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui. pendant... Mais j'ai dit, Edouard, euh, indépendantement, indépendant de être une conquête ou une invasion, ou naturellement de se séparer dans les tribus ou des villages différents. Je dis indépendante de ça. Quand on sépare les gens, les villages, les tribus, ça va devenir des langues différentes. Au passé des Euh, années. euh, euh, tu vois comment répondre à cette question? Euh, il Non, mais peut j'ai dit arriver... plus spécifiquement, pas au passé des années, parce qu'au passé des années, c'est un fait. C'est c'est euh, c'est 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 euh, euh, c'est un fait, ça. Mais euh, je ne pensais pas que c'était très peu des années comme ça, par exemple. Dans 500 ans, l'anglais comme je te dis, de l'Australie et de l'Angleterre et des États-Unis sont complètement différents. Le portugais, c'est une autre langue dans les différents pays. Le latin, au passé des à peu près 1000 ans, il est devenu le français, après l'italien, français et portugais. Tu vois, j'étais en train de faire une réflexion, Edouard, que les langues, elles vont évoluer et elles vont changer tellement vite. Parce que les gens, les êtres humains, ils vont développer l'usage, les autres, ils vont inventer des nouvelles mots, des nouvelles expressions. Et voilà, c'était qu'une réflexion pour te dire que je ne pensais pas que c'était tellement vite comme ça, mais c'est très vite. C'est très vite. Est-ce que euh, tu es d'accord que c'est très ou oui, pas? je suis d'accord. Et pour parler, Je veux te je dire voudrais... qu'on n'a pas besoin de une million d'années, aux 1000 années, aux 1000 ans, aux 2000 ans. On a besoin de quelques petites centaines d'années. C'est que ça. Oui, je voudrais aussi parler des conséquences. C'est-à-dire que, tout d'abord, il ne faut pas oublier que... Edouard, seulement une autre observation. Ici au Brésil, quand on va écouter le portugais du Portugal, c'est portugais quand même, on a besoin de sous-titres. Hmm, ah, ça, je ne savais pas. Tu vois? Non, moi, j'ai besoin pas parce que j'habitais au Portugal et les gens qui habitaient au Portugal, les gens qui comprennent, oui, ça marche, ça roule. Mais la plupart des Brésiliens, ils ne veulent pas comprendre. Donc, quand on met en vidéo ou quelque chose du Portugal, c'est rarement, on ne regarde pas les choses portugaises. On ne s'intéresse pas du Portugal. Mais quand on met parfois la télévision, il met les sous-titres. Hmm. Ah, ça, je ne C'est la savais même pas. langue. Ouais. C'est très curieux. C'est pour ça que je suis en train de faire cette réflexion avec toi, parce que ça change tellement vite.
Oui, et donc, comment ça va finir ce processus? Il ne faut pas oublier que euh, il y a en fait assez triste, l'humanité est en train de perdre les langues. C'est-à-dire, il y a beaucoup de langues, notamment les petites langues africaines, entre autres, qui sont en train de disparaître. Ou comme par exemple la langue biélorusse qui est restée seulement au niveau écrit et au niveau formel. Voilà. On la soutient d'une façon tout à fait artificielle, la langue biélorusse. Voilà. On fait les efforts, mais pour la langue tatare qui est en train Ouais. Mais ça, c'est la qui vit difficilement. conséquence. Là, ça, c'est la conséquence. Parce Et que oui, la langue vivante, la langue vivante, c'est la langue qu'on parle aujourd'hui. La langue, elle est en train de développer et les autres langues, elles vont disparaître. C'est la conséquence. Euh, oui, et pour penser l'avenir, d'ailleurs, la, la, la situation avec la pandémie, avec le coronavirus, va influencer le développement des langues. Voilà, on peut supposer, faire des suppositions de quelle façon, mais même en absence, plutôt pas même en absence, s'il n'y avait pas de cette épidémie, dirais-je comme ça, euh, ce qui allait se passer, euh, ce que avant l'épidémie, les gens avaient la tendance de s'unir, c'est-à-dire les voyages étaient possibles, les échanges étaient possibles, et parfois dans les régions où il y avait les minorités, voilà, arrivaient par exemple les porteurs euh, de l'anglais, du français, de l'allemand, et qui commençaient à parler dans cette langue. Et pour que les petits villages, les petites villes se comprennent, euh, dans cette situation, on était obligé à parler la langue véhiculaire, la langue de la majorité. Et normalement, on peut supposer que les petites langues, les langues locales, elles vont mourir et disparaître. Et à cause de la globalisation, euh, on aura moins de langues, voilà, qu'avant. Et on aura la tendance à passer euh, vers les langues véhiculaires, les langues des majorités et pas des minorités. C'est-à-dire que, voilà, les langues les plus parlées vont survivre et les moins parlées risquent à disparaître. oui, ça, c'est la C'est ça. conséquence. Edouard, allons-y. Alors, donc, on commence maintenant les langues khoisan. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui. Le langue Khoisan. Khoisan. Et tout à la fin, je vais citer une langue très intéressante, voilà, africaine. D'accord. Voilà, Un donc, seconde, un euh, seconde. Je pense que tu arrives à parler de la langue croissant dans 10 minutes. Edouard, oui, tu arrives à je sais parler de la pas. langue croissant dans 10 minutes ou c'est tout ça? Ou elle va jusqu'à la fin ici? Euh, comment te dire, 10 C'est mieux qu'on minutes? commence une deuxième partie? Oui, on peut faire une petite pause et commencer la deuxième partie. D'accord, c'est mieux, c'est mieux. Parce qu'on ne va pas passer une heure. Alors, Edouard, on va finir ici et on commence la deuxième partie. Merci beaucoup, mon bel Edouard. Et on se voit dans la deuxième partie de cette leçon, la 17e leçon, que c'est la leçon, les langues, la linguistique africaine. Merci, Edouard. Oui, On se voit c'est moi qui la te deuxième remercie. partie. Merci.